bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et là direct, je vais m'attaquer encore à un autre show, mais cette fois-ci c'est du côté de la AEW, All Elite Wrestling, mais, qui est en collaboration avec d'autres structures, notamment avec la NJPW pour New Japan Pro Wrestling, également la CMLL pour Consejo Mondial de Lucha Libre, et Stardom Wrestling. Et si on peut ajouter un tout petit peu de Ring of Honor également. Donc vous avez bien compris, c'est AEW, NJPW, CMLL, Stardom, Ring of Honor, Forbidden Door. Donc à peu près comme au même moment avec la TNA Slammiversary qui s'était déroulée le 28 juin. Et également avec le Great American Bash aussi, de la WWE, NXT. Et du coup, si je dis pas de bêtises, ça s'est déroulé à San José en Californie, à San José en Californie, aux États-Unis. Et c'est dans ce show-là auquel on va également en parler. Et je vais essayer d'être clair et plus précis de ce que je pourrais en dire, si bien sûr je ne bloque pas. Parce que autant avec la review sur la TNA Slammiversary, j'avais un peu peur de raconter n'importe quoi. Et en fin de compte, je n'ai pas dit n'importe quoi, vu comment il s'agissait bien d'un hommage honnête et sincère de Steve McLean envers Joe Doering. Donc faut dire, parfois j'ai l'impression de me tromper, mais non. Parfois il m'arrive d'avoir un petit doute. Et du coup, là n'est pas la question de parler de la TNA, il est question de parler de l'AEW. Et du coup, on va démarrer avec 3 matchs du pré-show, donc le fameux Countdown 0 Hour Buy-In, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, le premier match, c'est tout simplement Drilla Moloney contre Daniel Garcia. Donc Drilla Moloney qui est un catcheur anglais, mais qui catch du côté de la New Japan Pro Wrestling, soit du côté de la branche japonaise ou de la branche américaine, peu importe des deux. Et du coup, il affronte Garcia. Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que Drilla Moloney a au moins un physique un peu plus visible que Daniel Garcia. Il fait un peu une tête de plus que lui. Pourtant, rien d'autre à dire dans ce match-là, si ce n'est que certes, Garcia a fait le job pour essayer de rendre honneur aux Death Riders. Drilla Moloney a fait tout ce qu'il fallait faire pour rendre honneur à la New Japan Pro Wrestling. Et en fin de compte, ce sera lui qui va battre Daniel Garcia. Donc victoire de Drilla Moloney. Et auquel je passe directement au match numéro 2. Et pour ce match numéro 2, c'est un match de qualification pour le championnat TBS Survival of the Fittest, qui me rappelle un tournoi de la Ring of Honor. Donc en gros, si je dis pas de n'importe quoi, il me semble que le titre TBS est rendu vacant. Enfin, je crois qu'elle est rendue vacant. Mais bon, de toute façon, c'est Maika contre Sky Blue. Et rien d'autre à raconter, si ce n'est que, si je dis pas de bêtises, Maika, c'est une catcheuse soit de la New Japan ou de la Stardom, et auquel ce sera elle qui aura le dernier mot sur Sky Blue en la battant, et du coup elle est, disons, qualifiée pour The Survival of Fittest, pour le titre TBS. Et je conclus avec le dernier match du pré-show, avec un match par équipe du monde féminin par équipe de la AEW, entre The Divan Dominion, donc la Dominion divine, enfin la domination divine quoi, Megan Bayne et Lena Cross, contre l'équipe américano-mexicaine, donc Thunder Rosa et Olympia. Thunder Rosa qui est texane mais d'origine mexicaine, donc américaine-mexicaine, et Olympia, elle est uniquement mexicaine si je ne dis pas de bêtises, ou si elle est des origines américaines, autant pour moi si je me trompe. Faut dire, il faudrait que j'essaie d'allonger un peu plus mes sources pour en avoir un peu plus sûr. Est-ce que je pourrais en dire, c'est que le match par équipe du pré-show était bon, mais pas forcément trop scandant, si ce n'est que on a eu des bons petits trucs, auxquels ça a été sympatoche, donc ça peut arrêter vers ça, et j'en passe d'autres. Mais en fin de compte, ce sera The Divine Dominion qui auront le dernier mot et qu'elles conservent toujours les titres du monde par équipe de la AEW. Et voilà tout, ça s'arrête ici, si ce n'est qu'on passe directement à la carte principale de ce Forbidden Door. Et du coup, pour ouvrir le show, on a un match par équipe de 3.
Donc, si je ne m'abuse, c'est équipe composée de The Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson. Et, et qu'ils affrontent également The Hell Sky Team, donc équipe composée de Mystico et de Mascara Dorada. Et enfin, si je ne m'abuse, une bande de Ko et The Dragon Shingo Takagi avec, si je dis pas n'importe quoi, Titan. Là, il me semble que je dis pas de bêtises là, parce que là, je disais un match par équipe de 3, faut dire, ils sont un petit peu plus nombreux. Enfin, de toute façon, peu importe. Dans le match là, ben, ça a eu ce qu'il y avait eu, des spotfest à rallonge pour que ça fait vibrer les fans de tout ce qui est Spotfest, des trucs qui n'ont aucun sens et qui racontent absolument pas grand chose, ça on va pas se le cacher. Et, euh, et en fin de compte, parmi ceux qui vont triompher dans ce match, ce sera tout simplement les Young Bucks qui vont ressortir grandis de ce match, auquel il n'y a pas forcément d'enjeu, ce n'est que victoire des Young Bucks et puis c'est tout. Voilà, aussi simple et efficace. Ensuite, match numéro 5, et c'est un match simple auquel il y a pas mal de technicité auquel ça va s'enchaîner dans le match. Donc je parle bien sûr de Kenny Omega contre Zack Sabre Jr. Et du coup, en termes de catch pur et de technique, pour ceux qui sont fans de cela, on a été servi. Maintenant, est-ce que c'est le match qui va voler la vedette pour ce Forbidden Door? C'est très dur à dire, hein. C'est très très dur à dire. J'essaye d'être le minimum plus objectif et essayer de pas trop bafouer mes mots parce que c'est vrai que parfois je bafouille beaucoup. Et ça, euh, et ça je ne peux rien faire à mon avis. C'est peut-être des petits problèmes que j'accumule et auxquels j'essaye de faire minimum un maximum d'efforts, mais je n'arrive pas. Je sais pas, je bloque. Je sais pas pourquoi je bloque à ce point-là, si ce n'est que dans ce match-là, on a été servi, pas mal d'enchaînements. Il me semble qu'on a eu pas mal de technicité, notamment en soumission, des V-triggers, des tentatives de One Wing and Angel, et, euh, et j'en passe d'autres spots auxquels on pourra avoir. Et pourtant, malgré que Zack Sabre Jr. était presque à cela d'essayer de faire abandonner Omega dans l'une des prises de soumission auxquelles il aborde très fier et de montrer à quel point il est plus supérieur de point de vue technique à Omega. En fin de compte, ça va pas être en sa faveur pour Zack Sabre Jr. car ce sera Kenny Omega qui aura le dernier mot et qui va effectuer un One Wing Angel, si je ne dis pas de bêtises, pour la victoire. Donc voilà, vous avez bien compris, c'est victoire de Kenny Omega. Et comme je l'ai dit pour TNA Slammiversary, en fin de vidéo que j'avais dit, sachez qu'avant tout, que ce soit pour TNA ou Forbidden Door, je n'ai pas regardé le show de manière très complète parce que depuis que la EW n'est plus sur Thriller TV, je dois essayer de faire un compte sur myaew.com et parfois avec la note un peu plus élevée pour avoir plus de contenu. Mais, euh, mais j'ai des petites trop... Ah, comment je pourrais dire, des petites préoccupations auxquelles je ne serais pas trop forcément en mesure de le faire et auxquelles je me dis je le ferai... j'aimerais bien le faire, mais c'est pas évident à prendre des bonnes décisions de temps en temps. Enfin, prendre des bonnes décisions, j'essaierai de prendre, mais pas facile pour moi, tout simplement. Mais bon, de toute façon, j'ai déjà assez tout dit, ce n'est que peut-être que j'en expliquerai en fin de vidéo, si j'arrive, bien sûr. Et du coup, match numéro 6, match pour le titre continental de la EW. Donc, entre John Moxley contre Bandido, le champion du monde Ring of Honor qui ne défend forcément pas toujours son titre lors d'un show de la EW. J'aurais bien voulu un peu plus souvent, mais parfois quand il est prévu dans un show Ring of Honor, il le défend. Ah, comme quoi c'est un peu plus bête, hein. Tout est un peu plus bête, hein, sans trop d'exagération. Si ce n'est que le match,
Bah, c'est un match auquel Moxley affectionne tout particulièrement, le no-selling, les côtés brawl auxquels il aime beaucoup, même si c'est fait de manière soit pas très réaliste, ou alors il essaie de rendre réaliste, mais ça reste tout de même pas très réaliste. Alors que Bandido, lui, c'est plus dans le côté voltige, et de le côté détermination, c'est sûr qu'il a atteint le stade de la détermination profonde. Et ce que je pourrais en dire dans ce match-là, c'est que Bandido, certes, était presque à cela, à deux doigts de battre Moxley pour le titre continental, mais ce sera en fin de compte Moxley qui va battre Bandido, si je ne m'abuse, avec un Bulldog Chokes, en essayant de le faire perdre connaissance ou de le faire abandonner. Donc je pense que c'est cela, mais ce qui est sûr, c'est que c'est Moxley qui remporte la victoire et qui conserve son titre. Tout simplement. Et là maintenant, je passe directement au 7e match. Et cette fois-ci, c'est pour le titre mondial de la New Japan Pro Wrestling. Donc pour le titre IWGP World Heavyweight Championship. Donc pour le titre du monde poids lourd IWGP pour International Wrestling Grand Prix. Avec tout simplement Shota Umino contre le bâtard Pac. Donc oui, le titre est en jeu. Et est-ce que Pac va réussir à battre Shota Umino pour le titre suprême? Et que, en sachant que ce ne sera pas une masse facile d'accès pour battre Shota Umino, en sachant qu'il a bien pris des galons et auquel, entre-temps, il a battu un des champions auquel j'ai malheureusement oublié le nom. Oui, toutes mes excuses, hein. Vous voyez les noms, quand il y a trop de noms accumulés auxquels on essaye de les tenir en tête. Je sais qu'il y en a qui vont se renseigner de savoir qui l'a battu. Moi aussi, je pourrais me renseigner après avoir terminé d'en parler dans cette vidéo. Mais il faut dire, il y a tellement de noms que je les confonds, que ça se mélange dans ma tête. J'ai trop de noms de catcheurs dans ma tête auxquels je peux pas trop forcément trop me retenir. Et que lorsque je me renseigne bien, là je me dis, ah ok, là maintenant je comprends. Mais je vais pas les tenir jusqu'à long terme, hein. Ça faut bien qu'on se mette ça dans le crâne. C'est bien beau d'essayer de me faire raisonner à propos de tout ça. Je fais ce qui me fasse le plus pour moi de mieux exprimer, expliquer les choses. Donc c'est tout ce que je peux en dire, si ce n'est que Pac était presque sûr de remporter le match, mais ce sera tout simplement Shota Umino qui va réussir à faire incliner Pac pour qu'il reste toujours champion. Donc Shota Umino, il reste toujours champion IWGP, donc c'est lui qui remporte la victoire. Et maintenant je passe au match numéro 8. Encore un match simple, mais cette fois-ci pour le titre du monde poids lourd, enfin du monde féminin de l'AEW, avec Tekla contre Starlight Kid, qui est une catcheuse de la Stardom, et auquel c'est le patron de la Stardom qui a choisi Starlight Kid pour faire perdre Tekla. Donc est-ce que Starlight Kid va réussir à faire raisonner et à mettre à genoux Tekla? Pas sûr, vraiment pas sûr du tout, car en sachant que Tekla, c'est une catcheuse auquel elle manque cruellement de respect envers ses pairs, comme envers ses patrons. Et du coup, ça va pas être du jour au lendemain auquel elle aura du respect pour tout et n'importe quoi. En tout cas, elle respecte ni les lois, ni on va dire la nature humaine, on va dire les termes, même si c'est en point de vue personnage, hein. Je parle bien sûr du personnage, je ne parle pas de l'être humain en soi, parce que comme je le dis si bien, et bien sûr la plupart ne captent pas quand je dis que humainement j'ai rien contre eux si ce sont des bonnes personnes. Si ce sont des connards, je le dis, c'est des gros connards et puis c'est tout. Et si ce sont des bonnes personnes, je le dis, ce sont des personnes plutôt sympas. Donc c'est vrai que mes explications sont pas forcément évidentes, mais même ça, c'est pas forcément trop clair de ce que je dis. Alors que je fais de mon mieux, hein, tout simplement, de la vie de tous les jours, je fais mon mieux pour mieux m'exprimer et de mieux expliquer les choses. Mais il y en a qui expriment bien les choses que moi, tout simplement. Donc concernant Tekla et Starlight Kid, certes Starlight Kid aura tout fait
pour montrer à quel point elle a été courageuse de battre la championne en titre. Mais en fin de compte, ce sera Tekla qui aura le dernier mot et qu'elle va battre Starlight. Et pour ajouter une insulte à l'humiliation, elle va démasquer Starlight Kid pour tout simplement manquer de respect à la foule et aussi au patron de la Stardome. Donc comme quoi c'est un immense manque de respect, auquel c'est pas forcément gentil d'être méchant. Et voilà comment ça s'arrête ici, si ce n'est que je passe au match suivant, et avant qu'on passe au match suivant, je vais couper et revenir par la suite, si vous permettez. Donc voilà, je reviens, et du coup ce que je veux dire, ça va pas trop forcément être facile, ce que je vais dire, mais je vais essayer de mieux retenir du mieux que je peux. Alors, le match numéro 9, c'est pour les titres du monde par équipe masculin de la EW, cette fois-ci, entre Cope et Cage, ou Cage et Cope. On ne sait pas lequel des deux noms on peut se mettre d'accord. Enfin, se mettre d'accord, quoi. Donc, équipe composée de Cope, pour Adam Copeland, tout simplement Edge, et Christian, donc Christian Cage, contre les anciens Bullet Club Dogs, mais qui sont maintenant reconvertis en Dogs. Donc équipe composée de David Finlay et Clark Connors. Alors du coup, vu comment ces deux bandes de chiens galeux ont obtenu bien sûr un match de championnat en attaquant les champions, forcément, le match est annoncé pour Forbidden Door. Et du coup, ce qu'on a eu, c'était pas mal de coups et de spots auxquels j'ai pas trop besoin de me prendre la tête de les citer. Si ce n'est qu'il y a un moment auquel je pourrais retenir durant ce match, après tout cela, c'est qu'il va y avoir l'entrée des anciens Bullet Club Gold, si je ne dis pas de bêtises, mais qui sont maintenant reconvertis en Bang Bang Gang. Donc Ace Austin, les frères Gunn, donc Austin Gunn, Colton Gunn et Juice Robinson qui font leur entrée, mais ce ne seront pas eux qui vont forcément trop distraire l'équipe des Dogs, car ce sera tout simplement, bien sûr, encore les lumières qui s'éteignent et que on entend tout simplement un bruit de métal tomber, auquel ça fait un effet de tsing, et du coup les lumières se rallument, et du coup celui qui fait son retour n'est nul autre que Switchblade Jay White, qui effectue son retour en effectuant un Blade Runners sur David Finlay, et ça va permettre à Cope Cage d'avoir l'avantage d'effectuer soit un Unprettier Kill Switch ou un Spear, peu importe lequel issu de ce match-là. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, il y avait un Rev Bump. D'ailleurs, dans la plupart des matchs auxquels j'ai cité, je crois que j'ai oublié de préciser que parfois il y avait parfois des Rev Bump. Enfin, je crois qu'il y avait des Rev Bump. Dans ce match-là, c'est fort possible, mais ce sera tout simplement Cope et Cage, voilà, qui vont quand même remporter la victoire et de conserver les titres du monde par équipe masculin. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je passe directement au 10e match, et c'est la finale pour le tournoi de la Coupe d'Owen Hart du côté féminin. Et la gagnante va recevoir notamment le titre du monde féminin, enfin le titre d'Owen Hart, mais également une opportunité pour le titre du monde féminin de la EW à All In. Tout simplement. Et du coup, les participantes et les qualifiées, tout simplement, sont tout simplement Mercedes Moné contre Maya World. Alors, dans ce match-là, est-ce que c'est fort possible que Mercedes Moné remporte la coupe Owen Hart avec le titre pour la deuxième année consécutive, pour bien montrer à quel point, certes, l'année dernière à All In, elle a eu sa chance, elle a échoué face à Toni Storm. Là, c'est l'occasion pour elle de prendre du poil à la bête et de forcément essayer de gagner à tout prix le titre du monde féminin. Ça va pas être facile, je vais pas vous mentir, surtout avec un résultat pareil, ça va pas être facile, en sachant que on sait pas de quel côté elle est, Mercedes Moné. Est-ce qu'elle est babyface ou heel, en sachant que Tekla c'est une heel. Donc ce serait pas ouf de voir un match heel contre heel.
en sachant qu'on ne sait pas vers qui on pourrait se ranger. Peut-être que j'ai une idée, ce serait peut-être Mercedes Moné, mais ce serait pas non plus logique, quoi. Ou alors, ben, pourquoi pas Maya World, en sachant que elle est arrivée dans le tournoi et qu'elle a avancé encore et encore jusqu'à arriver en finale. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a un des proches de la famille de Maya World qui est décédé. Il me semble que c'est son frère et auquel ben, elle s'est battue jusqu'au bout, même pour aller en finale, pour espérer de leur rendre hommage et de gagner à tout prix la Coupe Owen Hart pour une chance pour le titre de AEW à All-In. Mais même ces chances-là, ça aurait pas trop suffi. Et du coup, ben, ils ont préféré capitaliser sur Mercedes Moné. C'est ce que je peux comprendre, hein. Je peux comprendre la décision. Mais en tout cas, ce qui est sûr dans ce match-là, il était pas mauvais, il était plutôt bon. Et que Maya World, elle s'est battue comme une lionne. Et elle a fait tout ce qu'elle fallait pour espérer de battre Monet pour, pour avoir une chance pour le titre. Donc elle a tout fait, hein. On va pas dire qu'elle n'a rien branlé durant tout le match. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a tout tenté. Même piqué The Money Statement de Mercedes Moné. Donc après que Mercedes Moné, elle s'en est rendue compte, elle essaie de contourner tout ça, notamment en utilisant un money maker et le Statement Money, si je dis pas de bêtises, et auquel, grâce à cette prise-là, elle va réussir à battre Maya World. Donc désolé Maya World, t'as été courageuse, t'as tenu jusqu'au bout pour arriver en finale. Mais c'est en fin de compte Mercedes Moné qu'elle remporte le titre, enfin qu'elle remporte la coupe, et qu'elle a une chance pour le titre du monde féminin à All-In. Et voilà comment ça s'arrête ici. Ce n'est que, bien sûr, le show ne s'arrête pas là, forcément, ce serait trop facile. Mais on va s'attaquer au match numéro 11. Et dans ce match numéro 11, là ça va être compliqué. Là je vous dis ça va être très compliqué parce que il y a des tas de trucs auxquels il s'est vraiment passé, auxquels j'ai des chances de tout rater les moments marquants. Donc je parle bien sûr d'un match à la porte de la mort. Donc c'est bien sûr un match en cage en mode... enfin, un cage... une cage en cercle en mode MMA, mais ce n'est pas du MMA. Et du coup, ben, un peu comme l'année dernière, ils ont voulu faire une cage qui entoure les coins des barricades. Et que là, ben, ils ont fait une cage auquel, ben, certes, ils peuvent se battre à l'extérieur, mais auquel ben, ils peuvent pas quitter la zone de combat. Donc voilà. Nanana. Et il me semble, c'est pour avoir une chance pour le titre mondial de l'AEW, des mains de MGF. Est-ce que c'est dans un All-In ou dans un des Dynamite ou Collision? Aucune idée. Donc ce qui est sûr, c'est que la première équipe auquel je vais citer, ben, c'est tout simplement l'équipe de la conglomération de Mark Briscoe. Donc bien sûr Mark Briscoe avec Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Konosuke Takeshita. Et pour finir enfin, Darby Allin contre l'équipe de la Don Callis Family de MJF. Donc bien sûr dans l'équipe on a bien sûr Maxwell Jacob Friedman MJF, Kevin Knight, Kyle Fletcher, Kazuchika Okada, Andrade El Idolo, Jack Doyle. Il me semble qu'il n'y a pas Mark Davis. Je sais pas si c'est Mark Davis. Enfin bref, peu importe. Donc tout ce que je sais en plein match, il s'est passé des trucs de dingue. Il s'est passé des trucs de fou, à tel point que j'ai oublié de citer tous les moments et auquel ben, il s'est passé beaucoup trop de trucs. C'est une orgie de Spotfest, c'est une orgie de manière de comment surprendre le public. Tout ce que je sais, ben, il y a un moment marquant auquel, ben, certes, ils ont sorti les objets, et notamment Orange Cassidy qui sort son sac à dos auquel ben, il contient, je crois, c'est des pots d'orange ou de l'orange seulement, et auquel, ben, je crois qu'ils vont l'utiliser. Je sais pas pourquoi faire. Pourquoi pas se faire des jus d'orange, qui sait. En fin de compte, c'est pour verser sur la plaie déjà ouverte
de Kyle Fletcher. Et après ça, ça va être un peu dans l'inutilité. Ils vont sortir aussi les punaises. Donc c'est sûr, tous les punaises ont été sortis. Beaucoup vont subir les chocs dans les punaises, notamment Darby Allin qui va faire un 450 splash, mais sauf qu'il n'y a personne, et auquel il va se manger des punaises dans le corps. Puis après, il y a Lio Rush, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout Lio Rush. Eh bien, il va tout simplement distraire... on ne sait même pas qui est-ce que c'est les babyface ou les heels, mais ce qui est sûr, c'est que on dirait qu'il est attiré par quelque chose. On dirait qu'il est attiré par l'or. Et du coup, l'or, c'est MJF qui a de l'or. Donc bien sûr, je parle bien sûr de sa bague en diamant. Et du coup, c'est passé comme je l'avais pensé moi-même. Donc du coup, Lio Rush qui se fait appeler le cœur noir Blackheart, qui est un peu en mode Gollum. Donc bien sûr, dès qu'il est attiré par l'or, je suis sûr qu'il fait comme Gollum. Il est en train de dire Ah, mon précieux, tu peux me donner mon précieux? Il faut pas décevoir, mon chéri, parce qu'il faut que je garde mon précieux. Tu peux me le donner, mon précieux? bref, des tas de trucs auxquels je pourrais en dire là-dessus. Mais après, par la suite, certes, Lio Rush va se faire allumer et il va se faire enfermer dans le sac auquel il s'était faufilé. Et du coup, ils sont en train de le remettre à l'intérieur. Et du coup, je me dis, la vache, comment il s'est rentré à l'intérieur alors qu'il est quand même très grand pour rentrer dans le sac. Et en fin de compte, il en est arrivé. Et ils essayent de le mettre en dessous du ring. Puis après, il y a pas mal de spots auxquels je vais pas forcément trop les retenir parce que c'est déjà assez difficile de tout retenir à la seconde. C'est pas forcément facile. Si ce n'est qu'on va retenir un moment crucial avec on va dire des petits moments auxquels on a eu un peu rigolote avec Konosuke Takeshita et Kazuchika Okada lorsque Konosuke veut sortir une arme assez dangereuse pour frapper Kazuchika Okada. En fin de compte, son arme auquel c'est la plus dévastatrice et la plus fatale, c'est un fuck. Oui, c'est un doigt d'honneur. Et du coup, les deux japonais se mettent sur la gueule. Puis, au moment auquel ça a été crucial dans le match, je vais également en parler. Après que MJF donne ses directives aux autres lutteurs, notamment à Andrade El Idolo, pour qu'il fasse le sale boulot, pour que MJF détruise une bonne fois pour tout Mark Briscoe. Donc c'est sûr que... Allez, que Andrade s'empare de Mark Briscoe pour que MJF effectue le coup final. Mais en fin de compte, tout ça n'était qu'une ruse, vu comment ce sera Andrade El Idolo qui va feinter en donnant un coup de pied, mais en donnant un sacré coup de coude dans la gueule de MJF. Et du coup, suite à ça, il pète les plombs. Tout le monde dans l'arène et les heels ne comprennent pas ce qui se passe, jusqu'à ce que il y a Jake Doyle auquel il comprend pas de pourquoi il ose faire ça. Est-ce que c'est un traître ou alors est-ce que c'était on va dire un arriviste qui voulait tout simplement profiter de la notoriété de Don Callis depuis le début. Donc du coup, c'est sûr que tout le monde n'est pas satisfait. Mais Andrade, il s'en bat les roubibi. Il va commencer à donner un énorme coup de pied à Jack Doyle et enlever la chemise pour montrer à quel point il possède un t-shirt fuck Don et fuck MGF. Vu comment Don Callis est un connard auquel il a effectué une action de connard depuis plus de 3 ou 4 ans, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, pour Don Callis, il voit ça comme un affront, il voit ça comme une trahison. Il dit, espèce de déchet, espèce de fils de la plage, tu vas me le payer, ça c'est sûr que tu vas me le payer. Donc du coup, Andrade, il s'en va de la cage et laisse les adversaires morts sur le ring. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce sera Mark Briscoe qui va terminer le boulot avec son J-Driller, donc son marteau-pilon à lui, et auquel il va battre... je crois qu'il va faire le tomber sur MJF, il me semble. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est bon ce que je dis, mais
Aïe, 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 j'espère que je me trompe pas. Pourtant, je sais que le show, je le regarderai dès que j'ai la possibilité, mais pas tout de suite. Si ce n'est que, faut dire, quand je regarde des petits extraits sur YouTube, ah, c'est pas forcément évident d'avoir la mémoire longue et de tout retenir à ce moment-là, quoi. C'est impossible pour moi de tout retenir comme ça, comme si tout était fastoche. Impossible. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que c'est la victoire de l'équipe de la conglomération de Marc Briscoe. Et voilà, et puis c'est tout. Et maintenant, je passe directement au match numéro 12, qui est nul autre que le main event. Et c'est pour la finale du tournoi Owen Hart du côté masculin, donc pour la coupe et la petite ceinture. Et le gagnant va obtenir un match de championnat pour le titre du monde de la EW à All-In, tout simplement. Et du coup, les participants sont Will Ospreay contre Swerve Strickland, toujours accompagné par le Prince Nana. Alors, la plupart des matchs auxquels je vais les citer, certes, il n'y a pas d'histoire. Tous les matchs, je dis bien tous les matchs. Du côté de la TNA, il y avait un peu d'histoire, d'autres qui n'avaient pas d'autre histoire. Mais en ce qui concerne ce match-là, il n'y a pas d'histoire très marquante et très profonde. Donc voilà, c'est un peu regrettable et un peu dommage. Si ce n'est que je me rappelle un peu, à l'époque c'était en 2024, et auquel ils avaient un petit passif, à l'époque où Will Ospreay venait d'arriver et faisait déjà ses marques et sensations du côté de la EW, et auquel Swerve Strickland, à l'époque il était champion du monde AEW, et qui régnait en maître parce qu'il avait tout le public avec lui. Et du coup, c'est l'histoire pour eux de remettre le couvercle et de enfin se faire face, même s'il n'y a pas forcément trop d'enjeux. Alors du coup, entre les deux, certes c'est un peu la guerre, ils savent que la coupe est en jeu pour une chance au titre de MGF ou de n'importe qui d'autre pour All-In. Donc ce qui est sûr, c'est que les deux ont tout approuvé, ils ont vraiment tout approuvé pour réussir, et auquel ce match-là va être un véritable bordel sans nom. Si ce n'est que normalement dans un match, je pense que c'est pas un match où tout est permis. Il me semble que c'est un match normal et auquel, pareil du côté de New Japan, du côté du match au Japon, normalement tout n'est pas permis, tout est un match centré. Et pourtant ils avaient quand même sorti les chaises, les tables, pardonnez-moi. Donc ce que je pourrais en dire là-dessus, ce n'est que tout est parti en couille la plus totale entre MGF, enfin MGF, non pas MGF, qu'est-ce que je raconte, entre Will Ospreay et Swerve Strickland, excusez-moi, auquel ça va s'enchaîner prise sur prise, encore prise, Will Ospreay qui tente de se tuer en effectuant des prises aériennes, ou encore même en effectuant d'autres prises auxquelles à chaque fois on le voit parfois tomber sur la nuque. C'est comme si le gars n'avait plus de goût à la vie, le gars souhaite de mourir sur le ring. C'est c'est un peu suicidaire pour Will Ospreay. Faudrait qu'à un moment donné, il se rende en question que le catch a tue et que le catch peut nous tuer si on fait que des spots assez très dangereux. Je dis ça, je dis rien. Pourtant, je suis personne pour donner des conseils. Ah, et pourtant, ça va partir en couille jusqu'à ce que les deux pissent le sang abondamment, sans trop d'exagération. Les deux vont pisser le sang et auquel ça s'annonce très, très chaud pour ce match. Et ce qui va s'en suivre, il me semble qu'il va y avoir les Death Riders qui seront aux premières loges. Donc Claudio, Daniel Garcia, Wheeler Yuta, Pac, John Moxley, Marina Shafir qui vont assister au match et qui vont peut-être un peu distraire Swerve Strickland par moment ou menacer le Prince Nana. Même Will Ospreay voulait menacer Prince Nana pour montrer à quel point que il n'a pas à se mêler au match et que c'est une histoire qui concerne que Ospreay et Strickland et que lui n'a pas à se mêler. Donc en fin de compte, il y a eu pas mal de trucs, notamment des house calls, tentatives aussi de Swerve Tomb ou de la Big Pression, mais qui s'y passera tout simplement à 2,99, ou pour les Français, je vais vous le dire directement, au 2,99. Donc rien n'y fait. Pareil pour Will Ospreay, les tentatives de Hidden Blade dans le coin, les Oscutter,
tentative de Stormbreaker et également The, allez, Pile Driver 91. Donc il essayait de paralyser sur place Swerve Strickland, même en utilisant pas mal de spots. Et il va également prendre un des mouvements de Eggman Adam Page. Ce sera tout simplement la Birdshot, mais pas la Birdshot Lariat, mais la Birdshot Hidden Blade, auquel ça a failli faire la différence, mais pourtant c'est uniquement compte de 2. Faut dire, malgré tout, on va dire que sur Strickland, ça reste quand même le gars le plus résistant. Même si, en fin de compte, c'est vrai que c'est un peu trop lassant de voir que des mecs résistants qui résistent à tout. C'est comme quoi toutes les prises finish ne sont plus aussi protégées. Et auquel on se dit, faudrait qu'on arrête d'utiliser trop d'overbooking, notamment en utilisant des finishes et qu'on se relève à 2,99, ainsi de suite. Parce que sinon, ça perd toute crédibilité. Mais il faut dire maintenant, on est dans une époque auquel tout ça ne veut plus absolument rien dire et que tous les gars et les meufs n'en avaient plus rien à secouer, de quoi protéger. C'est un peu la réalité du truc auquel on est confronté. Est-ce que je pourrais en venir? Est-ce que Swerve Strickland doit effectuer encore sa House Call ou la Big Pression? Il me semble qu'il a failli créer l'exploit comme à Forbidden Door en 2024, mais ce sera en fin de compte Will Ospreay qui aura le dessus avec un super kick à l'arrière, Hidden Blade. Et si je ne m'abuse, il me semble qu'il va effectuer soit un Pile Driver 91 ou le Stormbreaker. Peu importe la prise auquel il a effectué, ce sera en fin de compte Will Ospreay qui va réussir à battre Swerve Strickland et d'avoir la ceinture et la coupe de Owen Hart, auquel il va le fièrement trôner dans son salon, quoi. Et également, il a une chance au titre de la EW, donc le titre suprême. Soit ce sera MJF, soit ce sera Mark Briscoe, soit ce sera Andrade El Idolo. Peu importe de qui MJF va avoir une rivalité pour le titre, peu importe l'issue de ce match, ce qui est sûr, c'est que pourquoi pas un renouveau entre Will Ospreay et MJF. Moi, en tout cas, ça m'intéresserait des masses pour voir à quoi ça pourrait donner en pay-per-view, en sachant qu'ils sont déjà affrontés dans un Dynamite ou peut-être un Collision. Peu importe lequel des deux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être bon. Ça peut être très bon, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va célébrer avec les Death Riders que, à un moment donné, j'avais dit, ils étaient ennemis, maintenant ils redeviennent des amis. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas nous le booker, c'est pas nous qui prennent des décisions à la mort moineux, et auquel on se dit, ok, il y a un happy ending, notamment quand Alex Windsor part rejoindre Will Ospreay, et du coup on pourrait dire que c'est ça un peu le feel good de la fin du show Forbidden Door, et auquel moi je pense que j'ai assez tout dit. Ce n'est que ça a été plutôt bon ce show là, comme pour TNA Slammiversary. Disons qu'il était bon. Est-ce que ce sera un classique, un show légendaire? Je ne pense pas, mais disons que bon show, ça peut être un bon show. On a été servi, on n'a pas été servi par certaines personnes, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été, allez, disons, pas mal, on va pas se le cacher, et on va pas se le mentir également. Donc c'était pas mal, c'était sympa, et auquel moi je passe directement à la conclusion. Et pour la conclusion, c'est vrai qu'excusez-moi, je m'en excuse de bafouer la plupart de mes mots et de pas trop retenir de tout ce qui s'est passé dans le show Forbidden Door. J'ai tout fait, comme je le dis, j'ai tout fait pour essayer de me retenir un maximum, mais vu comment j'accumule les petits problèmes de, de comment regarder des shows de catch, et du coup forcément ça me frustre un tout petit peu, et du coup je me dis pourquoi pas un jour essayer myaew.com, enfin mon aew.com, pourquoi pas essayer si c'est très utile, vu comment pour Thriller TV, vu comment ce n'est plus du tout le cas avec eux, et maintenant on doit se tourner dans d'autres moyens pour regarder du catch, ce qui est évident. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai tout fait
pour mieux résumer du mieux que je pouvais le show Forbidden Door. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais pouvoir vous laisser. Donc, je passe directement à la conclusion. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!